Au sommaire de Fraternité Midi Magazine, l'insécurité devient grandissante dans la ville de Parakou. Une moto neuve a été dérobée la nuit dernière au quartier Pébier. Les hors-la-loi ont réussi à emporter la moto après avoir défoncé la porte. La victime relate les faits dans ce 13h. Interpellation d'un suspect dans l'agression d'un élève du CEG Albarika. Le lundi dernier, l'un des auteurs présumés un repris de justice a été interpellé par la police républicaine après des investigations et perquisitions à son domicile où les objets volés ont été retrouvés. Plus de détails dans cette édition. Affaire Olivier Bokor Osvaldo Meki, le procureur spécial de la Criette a apporté des clarifications. Les deux personnalités seraient en train de préparer un coup d'État contre le régime de la rupture. Des enquêtes en cours pour identifier les autres personnes impliquées. C'est à travers un point de presse tenu hier à Cotonou. Vous aurez les précisions dans un instant. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Merci de nous choisir pour vous informer. Un nouveau cas de vol a été signalé à Parakou. Une moto neuve de marque Rives a été dérobée dans la nuit du mercredi 25 septembre au petit matin de ce jeudi au quartier Pébier dans le 1er arrondissement. Le propriétaire de la moto a expliqué au micro de Fraternité et qu'il était rentré chez lui aux environs de 22h avec sa moto et qu'il avait pris soin de bien la garer à son emplacement habituel avant de se coucher. Malheureusement, le lendemain matin, il a découvert que la serrure de la chambre où se trouvaient 3 motos a été détruite par le voleur qui a réussi à emporter sa moto neuve pour laquelle le paiement n'est pas encore terminé. Actuellement, la victime est en train d'effectuer des démarches pour alerter les autorités policières. On écoute Lukman Orusera, la victime qui relate ici les faits au micro de Akila Stako. J'ai été victime d'un vol de moto VVS couleur noir rouge ou blindé. Et hier, je suis rentré à de 22h allant à 23h. J'ai garé ma moto. Je suis à l'étage. Il y a un garage là où on garde nos motos. J'ai bien bloqué la porte de la moto. Je suis allé dormir. Moi, ma grande surprise à 8h m'appelle pour me dire est-ce que j'ai garé la moto bien. Je suis allé au service. J'ai bien été garé la moto. On m'a dit à 6h de descendre. Je suis descendu. On a vu qu'ils ont défoncé la moto. Et il y a 3 motos garées là hier nuit. C'est ma moto sur les doigts enlevés. Ils sont partis avec. Le garage est bien fermé. Il y a une clé, il y a une serrure qui marche bien. La moto est bien bloquée. Je me suis rassuré que la moto est bien bloquée. La porte aussi était bien bloquée. Il y a 4 fois qu'ils sont venus voir dans la maison. J'ai semblé les papiers pour faire une déclaration à la police. J'ai aussi alerté les amis. Comme la VVS c'est souvent une moto visée, c'est ça que les attirés sont venus faire leur opération. Ils prennent des dispositions. Parce que comme les gens sont là, ce qui ne les appartient pas, ils prennent ce qui ne les appartient pas. Donc ils prennent des dispositions pour que les motos soient en sécurité. Je l'annonçais tantôt, l'élève de 3e du CEG Albarika, poignardé ce lundi 23 septembre dans le quartier Ganon à Parakou, a vu son agresseur identifié et arrêté. Selon les informations, l'un des auteurs présumé un repris de justice a été interpellé après des enquêtes diligentées suite à l'agression. Les faits étaient déroulés dans une zone broussailleuse alors que l'élève rentrait des cours de l'après-midi en compagnie d'autres camarades. L'assaillant avait tenté de lui voler son téléphone portable avant de le poignarder violemment. Les investigations menées par la police ont permis de retrouver les objets volés, dont les effets scolaires de la victime que le suspect avait déjà revendu. Interrogé, il a reconnu son implication et a dénoncé un complice, un conducteur de taxi-moto activement recherché. Une perquisition à son domicile a également permis de retrouver plusieurs cartes SIM, un maillot de Zémidjon avec numéro falsifié ainsi que des attestations de libération de prison. Les recherches se poursuivent pour démanteler tout le réseau derrière cette agression. Pendant ce temps, la victime gravement blessée suit toujours des soins intensifs à l'hôpital d'instruction des armées Achia de Parakou. On écoute pour plus de précision Jacques Aroinissé, l'un des frères de la victime. En ce qui concerne l'état de l'enfant,
On rend grâce à Dieu et ça va mieux. Il parle maintenant. Il arrive à parler, il arrive à s'exprimer un peu. Il est toujours à la salle de réanimation. Il n'est pas encore sorti, mais il arrive à s'exprimer un peu. Les responsables de son école, de son collège, se sont rendus là-bas hier, aux environs de 13 heures, non, aux environs de 8 heures, 9 heures par là. Ils se sont rendus là-bas hier et nous rendons grâce pour son état. Pendant ce temps, on en sait désormais un peu plus sur les raisons de l'arrestation de l'homme d'affaires Olivier Beko et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki. Les deux personnalités appréhendées la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024 seraient en train de mater un coup d'État contre le régime de la rupture. C'est ce qui vient de révéler le procureur spécial de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à travers un point de presse ce mercredi à Cotonou. Selon les propos de Mario Metonou, les préparatifs ont démarré début août dernier pour un putsch prévu ce vendredi 27 septembre et dans lequel le commandant de la garde républicaine Dieudonné Tévoétré suivait les précisions du procureur spécial de la Criette, Mario Metonou. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Boko, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Le procureur spécial de la Criette cite Olivier Boko et Oswald Omeki comme les commanditaires de ce coup d'État. L'enquête en cours va permettre d'identifier les autres personnes impliquées dans le putsch. Mario Metonou promet d'autres précisions dans les tout prochains jours. On l'écoute. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Boko a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Omeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Boko a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Il faut dire un peu avant le point de presse du procureur spécial de la Criette, le porte-parole du gouvernement s'est également prononcé sur cette actualité ce mercredi. Wilfried Léodroumbédi a affirmé qu'il attendait, tout comme les médias, que la justice fournisse les éléments d'appréciation nécessaires pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau a réagi ce 25 septembre 2024 à l'arrestation de l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki. Dans un communiqué officiel signé par le secrétaire général du parti Gérard Benossi, l'Union progressiste Le Renouveau a exprimé sa position face aux accusations portées contre l'ancien ministre. Le parti a souligné que les faits reprochés sont graves et contraires aux valeurs qu'il défend. Toutefois, le parti a invité ses militants à la sérénité en attendant les conclusions de l'enquête, en insistant sur son respect des institutions républicaines et de la justice. L'UPR a armé son soutien indéfectible au chef de l'État Patrice Talon, tout en réitérant son engagement à respecter les lois et les règlements en vigueur
dans le pays. Une autre information, ce mercredi 25 septembre, la Commission électorale nationale autonome Sénat du Bénin a reçu une délégation de la Haute Autorité de communication de Guinée, conduite par Mariam Zongo, commissaire en charge du service du monitoring. Cette visite de travail vise à renforcer les relations entre les deux institutions tout en favorisant un échange d'expériences sur la gestion médiatique en période électorale. Lors de cette rencontre, le président de la Sénat a souligné l'importance cruciale des organes électoraux. Les discussions ont permis de mettre en lumière les pratiques et les défis rencontrés par les deux entités, notamment en ce qui concerne la régulation des médias pendant les élections. Mariam Zongo a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de l'accueil réservé à sa délégation et a salué les efforts de la Sénat dans l'organisation et la supervision des élections au Bénin. Elle a réaffirmé l'engagement de la guinéenne à poursuivre cette dynamique de collaboration avec les institutions béninoises, reconnaissant l'importance de ces échanges pour renforcer la gouvernance médiatique en Afrique. Cette visite marque un pas significatif vers une coopération accrue entre les organes de régulation des deux pays, avec l'ambition d'améliorer les pratiques de régulation et de supervision médiatique essentielles pour des élections transparentes et équitables. Écho de la Marina à présent, les départements du Borgou, de la Takora et de la Donga vont bientôt bénéficier des travaux de forage d'exploitation à gros débit. Ces travaux sont destinés à l'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage. Décision prise en Conseil des ministres ce mercredi 25 septembre sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Ainsi, le Conseil a contractualisé pour la réalisation et pour la surveillance et le contrôle des dits travaux. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfred Léandre-Ngbeji. Ces travaux portent en tout sur 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans ces départements. Ils viennent renforcer les projets et programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en milieu rural. Dans ce cadre, de nombreux autres lots ont déjà été attribués par appel d'offres, cependant que ceux relatifs aux présents travaux ont été infructueux. C'est donc pour éviter que cette situation compromette l'atteinte des objectifs que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et entreprises aux fins de l'exécution diligente des marchés concernés dans un délai de 10 mois. Les membres du gouvernement ont aussi approuvé les coûts de cession des logements sociaux et économiques. Leur approbation est entérinée par le Conseil en vue du démarrage des opérations de cession dès le dernier trimestre 2024 sous la conduite du ministère du Cadre de Vie. Les membres du gouvernement ont également contractualisé pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Monokoufo et pour l'actualisation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Ouémé. Suivons pour plus de précisions le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfred Léandre-Ngbeji. Des 4 ensembles hydrographiques catégorisés dans notre pays, seul celui de l'Ouémé dispose d'un schéma directeur finalisé en 2013 et adopté en 2015, soit depuis une dizaine d'années. Il est donc opportun qu'il soit actualisé en vue de la prise en compte des nouvelles orientations intervenues dans le cadre de la gestion concertée des ressources en eau. Par ailleurs, à ce jour, celui du Monokoufo et la portion béninoise du bassin du fleuve Niger n'en disposent pas. En outre, les diligences sont engagées afin de doter la portion nationale du bassin de la Volta du même instrument de pilotage. La réalisation de ces schémas directeurs est nécessaire pour, à terme, favoriser la création d'une agence nationale des bassins hydrographiques, la finalité étant de gérer plus efficacement les ressources en eau du pays en lieu et place d'agences réparties par bassin.
Le professeur Korsi Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, a accordé une audience à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Japon, son Excellence M. Hideki Uezono, ce mercredi 25 septembre 2024. Cette rencontre a porté principalement sur le renforcement de la coopération économique et la protection des droits humains entre le Bénin et le Japon. À l'issue de l'audience, Hideki Uezono s'est brièvement exprimé devant la presse, soulignant l'importance de cette visite de courtoisie. Cette audience marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre le Bénin et le Japon dans les secteurs clés tels que l'économie et la défense des droits humains. Nous marquons une courte pause avant la suite de cette édition. Depuis quelques jours, les motocyclistes ne peuvent plus circuler sur la voie inter-État qui traverse le marché Azéké de Parakou et passe devant la mairie. Désormais, ils doivent descendre de leur moto à pied à 2 points spécifiques, au niveau du feu de la mairie et au feu après le cimetière pour ceux arrivant du carrefour Hubert Maga. Cette mesure a été prise pour remédier au désordre qui régnait sur cette voie où les étalages du marché débordaient souvent sur la chaussée, créant des embouteillages et augmentant les risques d'accidents. Avec l'animation du marché pratiquement sur la route, la circulation devenait de plus en plus dangereuse. Cependant, des difficultés émergent pour les commerçants et usagers du marché, notamment en ce qui concerne l'évacuation des marchandises. Certains estiment que le transport de bagages, autrefois facilité par les motos, d'autres voient cette initiative comme une bonne décision, pensant qu'elle permettra de sécuriser davantage cette zone fortement fréquentée en réduisant le chaos causé par la présence massive des motos et des usagers. Cette réglementation symbolise donc un effort pour réorganiser la circulation dans cette partie de Parakou, mais elle n'est pas sans poser quelques défis pour les usagers du marché Azéké. On les écoute. Nous sommes dans un marché et normalement dans un marché on ne doit pas rouler comme cela se doit dans un marché parce qu'on a dit marché. Il y a des gens qui vont marcher à pied pour rentrer dedans, mais en circulant peut-être que ça peut créer d'autres accidents dedans. Donc à ce niveau ils ont raison. Mais deuxième raison qu'ils n'ont pas est que d'autres vont rouler dedans et d'autres ne vont pas rouler dedans. Et c'est pour quelle raison d'autres vont rouler, d'autres ne vont pas rouler dedans. Là où ils ont barré c'est pas bon parce que c'est une voie qui mène à beaucoup d'endroits. On a constaté ça nous les IM depuis cette semaine, mais personnellement, je n'apprécie pas ça trop parce que c'est dans le marché et que c'est une grande voie qui mène jusqu'à Cotonou, je peux dire. Et comme c'est le marché, nous les IM, c'est là où on trouvait les clients. Et maintenant, ils nous ont obligés de s'arrêter si on amène clients, mais le retour, on ne trouve pas le retour. En cas de maladie, ça peut encore causer la mort, je peux dire, parce que si c'était ambulant et que la personne était pressée, la personne est dans l'obligation de contourner. Voilà que si c'est urgent, c'est pas bon. Moi, ce que je souhaiterais, il faut que les autorités revoient ça. C'est pas normal. Effectivement, c'est le marché. Voilà que au bord même, il n'y a même pas les places pour des choses là, et que les clients qui payent des choses, qui ont des colis, il faut qu'ils transportent ça et venir après les barrières d'abord avant de prendre les émissions. C'est pas du tout normal. Une information, bref, maintenant, concilier les études et les relations amoureuses, voilà une équation souvent difficile à résoudre. Plusieurs analystes déconseillent même ce mélange. Mais pour Augustin Tchabi, la chose est bien possible, à condition cependant de faire preuve d'une certaine maturité, avoir une organisation et instaurer une communication avec son ou sa partenaire. L'assistant social et spécialiste en gestion des relations humaines, il vient tout de même que les études doivent rester la priorité, mais l'accent sur le rôle important des parents et de la société. Vous suivrez dans nos prochaines éditions. Place aux informations sportives.
Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Daryl Medigan-Fagla. Ligue 1 ivoirienne, l'ASEC Mimosa du Béninois Romari Kamoussou débute par une victoire. C'est bien cela après sa brillante qualification pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. L'ASEC Mimosa de Romari Kamoussou a réussi ses débuts en championnat ce mercredi en clôture de la première journée de la Ligue 1 ivoirienne. Les Mimos ont battu le Rogo par 3-1 pour cette rencontre. L'attaquant béninois a connu sa première titularisation en match officiel avec les jaunes noirs. Amousso a passé 84 minutes sur le terrain avec 2 passes décisives délivrées avant de céder sa place. Voilà donc des débuts réussis, rêvés donc pour l'international béninois. Manchester United, Anag en colère. C'est bien cela pour son entrée en liste en Ligue Europa. Ce mercredi, Manchester United a concédé un nul inattendu contre Twente, un but partout à Old Trafford, de la faute notamment à un enchaînement d'erreurs sur l'égalisation des Néerlandais, qui a de quoi frustrer le manager de Red Devils. Eric Ten Hag ne peut pas permettre une situation comme l'égalisation avec un joueur qui dribble sur plusieurs mètres sans qu'on ne l'arrête. J'ai vu lors de nombreux matchs à quel point notre éthique de travail était élevée, mais juste dans la rencontre, il y a des points à critiquer. Ce n'est pas seulement l'équipe, je dois aussi me regarder dans le miroir, a donc déclaré l'entraîneur néerlandais. Eh bien, Manchester United qui ne se porte pas trop bien en ce moment. Merci Jacques Degbé. Avant la page Afrique, mesdames et messieurs, cette information, les 11 prostituées et 5 proxénètes sont libérées désormais sous caution par à coup, malgré l'absence de détails précis sur la décision du tribunal. Il est confirmé que les 11 prostituées et 5 proxénètes arrêtés à Parakou le 8 septembre dernier ont été libérés sous caution depuis le 24 septembre 2024. Incarcérés pour atteinte à la pudeur, violence, voies de fait et troubles à l'ordre public, ils circulent désormais librement. Cette libération sous caution fait suite à une audience au tribunal de première instance de Parakou, bien que les circonstances exactes de cette remise en liberté n'aient pas été communiquées. Le dossier reste cependant suivi de près par les autorités judiciaires. Place aux informations sur le continent. Monsourat Anthony Djibril, bonjour. Bonjour Daryl. À Lubumbashi, en République démocratique du Congo, bien entendu, un homme condamné à 20 ans de prison ferme pour féminicide. Effectivement, c'est un tout premier procès pour un cas de féminicide qui a eu lieu ce mardi 24 septembre 2024. Un homme a été condamné à 20 ans de prison ferme. Il était accusé d'avoir tué sa femme au mois d'avril 2024 et d'avoir jeté son corps dans une fosse septique. Les faits n'ont été révélés au parquet de Lubumbashi qu'au début de cette semaine. Les organisations féministes élèvent la voix pour dénoncer le nombre de cas de féminicide dans la province du Haut-Katanga. Constituante au Gabon, un rapport et des critiques. Le bureau de l'Assemblée constituante qui a terminé ses 10 jours de travaux le 22 septembre 2024 met la dernière main à la version finale de l'avis motivé sur le projet de constitution qui sera rendu au chef de la transition à son retour de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Pour rappel, seuls 8 des 168 parlementaires ont voté contre le rapport issu des discussions sur les 801 amendements et 3 se sont abstenus. Guinée, pour finir, le corps du colonel Célestin Bilivouki réapparaît un an après sa disparition. Au matin du mercredi 25 septembre 2024, l'une des épouses du colonel Célestin Bilivouki reçoit un appel anonyme en lui demandant de se rendre au camp militaire Almani Samori Touré, quartier général et siège du ministère de la Défense nationale. Dans une déclaration accordée aux médias guinéens, elle explique avoir ensuite été conduite à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, où les militaires lui ont demandé d'identifier ce qu'elle a reconnu comme le corps de son mari disparu il y a près d'un an. Merci Manzourat Djibril, c'était les informations de nos frontières. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit avec la revue de presse nationale.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. On en sait désormais un peu plus sur l'affaire qui défraie la chronique depuis ce mardi 24 septembre 2024. Il s'agit de l'interpellation des sieurs Oswald Khomeki, ancien ministre des Sports, Olivier Boko, baron du régime et ami du chef de l'État et Dieudonné Tévo Edré, commandant de la garde républicaine. Au travers d'un point de presse qu'il a donné dans l'après-midi de ce mercredi 25 septembre 2024, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Kriet Mario Metonou a levé un coin de voile sur les faits ayant conduit à l'interpellation des 3 personnalités. Fraternité d'Aïbi Info, l'événement du jour Éveil Info, La Nation, Soleil Levant, Matin Libre, Bénin Intelligent, La Cloche et la Boussole, le Canada du Nord et bien d'autres publications en parlent précisent que des propos du procureur spécial de la Kriet, il ressort que 6 sacs remplis d'argent ont été saisis chez l'ex-ministre des Sports Oswald Khomeki. Les sous lui auraient été remis par Olivier Boko pour le compte du patron de la garde républicaine Dieudonné Tévo Edré, sollicité pour opérer un coup d'État le 27 septembre 2024. Le montant retrouvé au domicile de l'ancien ministre est de 1,5 milliard de francs CFA, rappelle Éveil Info qui ajoute que selon le procureur de la Criette, le 6 août dernier, un compte bancaire a été ouvert en Côte d'Ivoire pour le compte du patron de la garde républicaine Dieudonné Tévo Edré avec 105 millions de francs CFA de solde initial. Et pour vaincre sa résistance, il lui a été promis des fonds en espèces et cet argent retrouvé au domicile de l'ancien ministre a été transporté par un véhicule 4x4 Prado avec fausse immatriculation, font savoir La Nation, Soleil Levant, Matin Libre, le matinal Bénin Intelligent, La Cloche, La Boussole et bien d'autres journaux. Les enquêtes se poursuivent au dire du procureur spécial pour interpeller toutes les personnes impliquées dans la préparation de ce coup de force, conclut Fraternité. Et dans la suite de cette revue et en conseil des ministres de ce mercredi 25 septembre 2024, le gouvernement béninois envisage la réalisation de forages d'exploitation agro-débit destinés à l'alimentation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages, ceci dans 3 départements du nord du pays. Le Canada du Nord en parle précise que ces réalisations porteront en tout sur 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les départements du Borgo, de l'Atakura et de la Donga, selon le compte rendu du Conseil des ministres repris par Daibi Info. Ces réalisations viennent renforcer les projets programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en zone rurale, souligne Daibi Info qui conclut et précise que selon le rapport de suivi du patrimoine et des performances du service public et de l'eau potable en milieu rural au Bénin pour la période juillet-décembre 2023, le taux de décès en milieu rural sur le plan national est passé de 76,7% à fin 2022 à 79,4% au 31 décembre 2023, conclut les publications. Autre décision prise en conseil des ministres de ce mercredi, c'est l'approbation des cours de cession des logements sociaux et économiques. Et la nouvelle tribune rappelle que lors de sa séance du 20 avril 2022, le conseil des ministres avait déjà validé les critères d'attribution des 10 logements ainsi que les modalités de leur commercialisation. Celles-ci ont donc depuis lors fait l'objet des diligences requises pour stabiliser les cours de cession et leur approbation est entérinée par le conseil des ministres en vue du démarrage des opérations de cession dès le dernier trimestre de l'année 2024, ceci sous la conduite du ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, conclut Bénin Intelligent. Et plus loin, l'investigateur, le potentiel Fraternité, le matinal et bien d'autres journaux s'intéressent à ce supposé vaste projet de déguerpissement à Sémékodi et relaie le démenti formel du ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, José Tonato. C'est à travers un communiqué officiel signé en date du mercredi 25 septembre 2024 que cette information a été démentie, fait savoir Fraternité. Et dans les dernières secondes, plusieurs publications font savoir que les élèves agents de la police municipale doivent encore attendre pour connaître la nouvelle date de leur mise en formation. Et il s'agit selon Banuto des candidats retenus dans le cadre du concours de recrutement de 1100 agents de la police municipale. Dans un communiqué en date du mercredi 24 septembre 2024, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou a mis fin momentanément à la suite du processus, conclut le matinal Éveil Info, la nouvelle tribune et bien d'autres publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Fin de la revue de presse, fin également de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. C'était le journal sur Fraternité FM.